Ici Satou. Un jour, ayant eu besoin d'aide pour mes devoirs, j'ai interrogé mon arrière-grand-père sur son expérience de la guerre, et il m'a raconté plein d'histoires inventées pour me faire plaisir, comme des grenouilles frites et des écrevisses bouillies. J'ai beaucoup apprécié notre conversation, mais j'ai fini par devoir refaire mes devoirs. Une escorte pour une vente aux enchères? C'est exact. On m'a dit que ça se tiendra au marché noir, de l'autre côté du pont de la traversée des dieux. Le lendemain du départ d'Ayato, la princesse Ménéa est revenue me voir. Elle était accompagnée de Yui, d'Aoi et de son chevalier d'escorte habituel. Le pont de la traversée des dieux était un grand pont enjambant le fleuve près de la ville. Il n'était indiqué que comme grand pont sur mon écran de rat, je ne savais donc pas qu'il portait un surnom aussi impressionnant. Sire Chevalier, qu'y a-t-il, monsieur Sebaf? Le vieux majordome Sebaf s'est approché de moi, l'air inquiet. D'ordinaire extrêmement poli, il était prêt à s'immiscer dans une conversation avec un invité, c'était forcément pour un motif important. Le quartier du marché noir, Muraas, est une zone plutôt dangereuse. La vente aux enchères mentionnée par votre Altesse est connue pour être une vente aux enchères clandestine, et non une vente aux enchères officielle. La princesse Ménéa porta la main à sa bouche pour dissimuler sa surprise face à cette explication. Avec vos prouesses, sire chevalier, je doute que vous ayez des problèmes avec les voyous et leurs semblables. Cependant, Muraas abrite de nombreuses entreprises peu recommandables, et si vous y étiez aperçu, cela pourrait donner lieu à des rumeurs défavorables. Si vous comptez y aller, je vous encourage à apporter un outil magique qui empêche la reconnaissance. Merci, monsieur Sebaf. Après avoir transmis les informations nécessaires, le majordome s'inclina humblement et se retira sans porter de jugement. Pas étonnant que sa famille ait servi des nobles de haut rang pendant des générations. Que souhaitez-vous faire, votre Altesse? Je ne savais pas ce dont elle avait besoin aux enchères, mais je me demandais si c'était suffisamment important pour qu'elle prenne le risque d'aller dans un endroit dangereux. Pourquoi ne pas demander à monsieur Satou de nous en vendre? Yui. Au début, la princesse Ménéa s'est fâchée contre Yui. Cependant, elle a dû se dire qu'elle n'avait pas vraiment le choix, alors elle a expliqué pourquoi elle voulait y aller. Ce n'est pas que je n'ai pas d'argent, mais si je dois étudier à l'étranger dans une grande puissance comme le royaume de Shiga, je crains d'être un peu à court. En gros, il lui fallait trouver de l'argent. Elle comptait vendre l'herbe spirituelle de la mission du dragon de l'autre jour, ainsi que des objets qu'elle avait rapportés de sa ville natale, dont un gros morceau de pierre sombre, du bois odorant, de la vaisselle à thé, des œuvres d'art et 2 blocs-notes. Est-ce japonais? Oui, ça m'a été donné par la 3e personne invoquée. Aucun doute là-dessus. C'était parfaitement assorti aux notes de poterie que j'avais. Jetez un œil à ça, s'il vous plaît. J'ai sorti le mémo de la réserve par ma poche et l'ai montré au groupe. Tiens, c'est pareil. Oui, je ne suis pas experte, mais on dirait bien la même écriture. Yui et Aoi ont comparé les notes et acquiescé d'un signe de tête. Sire Satou, où avez-vous trouvé ce mémo? D'un ami homme gris. Je n'ai pas rencontré la personne qui l'a écrit, mais... Ma voix s'est alors interrompue. La princesse Ménéa se mettait à pleurer en serrant le mémo. Dieu merci, Aoi et Yui la réconfortaient de chaque côté. Au début, j'ai cru qu'elle jouait la comédie, mais on aurait dit qu'elle était vraiment soulagée que la 3e personne soit en vie. En attendant, j'ai parcouru les notes qu'elle avait apportées. L'une était « Élevage de coquillages et culture de perles » et l'autre « Tableau des alliages et de leurs proportions ». Ma compétence « Estimation » les évaluait à environ 1 pièce d'or pièce, mais je pensais qu'ils se vendraient plus cher à l'homme d'état de ma connaissance. Je n'aurais pas hésité à les acheter moi-même, mais j'étais intéressé par cette « vente aux enchères obscures », alors j'ai accepté de l'accompagner. Le prix des outils magiques inhibiteurs de reconnaissance varie selon le grade. Nous vendons des grades 1 à 6, et le taux d'inhibition augmente avec chaque grade. De plus, les grades 4 et supérieurs ne sont accessibles qu'aux nobles de l'ancienne capitale. J'ai emmené la princesse Ménéa et son chevalier d'escorte à la boutique d'outils magiques du quartier noble pour acheter des outils magiques inhibiteurs de reconnaissance. Yui et Aoi les attendaient au manoir, où Arisa et les autres leur tenaient compagnie. Il s'est avéré que les grades indiquaient le niveau de compétence, analyse de personne, que l'objet pouvait bloquer. Par exemple, un outil de grade 1 pouvait empêcher une personne possédant une compétence, analyse de personne, de niveau 1 d'analyser son détenteur. Comme je l'ai appris plus tard, le niveau « analyse » d'une pierre Yamato originale était équivalent au grade 10, tandis que les répliques comme celles trouvées aux portes de la ville étaient autour du grade 7. Il y avait quelques guides pour fabriquer des inhibiteurs de reconnaissance dans les livres d'outils magiques que je lisais à la bibliothèque du marquis Lloyd, mais rassembler tout le matériel serait fastidieux. De plus, je voulais savoir si ceux vendus en magasin étaient de bonne qualité. J'avais d'ailleurs de nombreux outils magiques inhibiteurs de reconnaissance, qui devaient appartenir aux membres des ailes de la liberté des grades 4 à 9 dans mon butin de la bataille contre le seigneur démon dans le stockage. Cependant, je n'allais pas les utiliser cette fois-ci pour la même raison.
Même un grade 3 rendrait plus difficile pour quelqu'un sans la compétence analyse de personne de vous identifier, alors. C'était donc un objet différent de l'amulette d'humanité de Nana. Ça devrait être largement suffisant pour une petite virée au marché noir. Comment le saviez-vous? Ricana le commerçant. À chaque tournoi en ville, soyez sûr que les nobles d'autres royaumes et fiefs en visite voudront faire un tour au marché noir. Voilà pourquoi il semblait si bien approvisionné. Le chevalier d'escorte et moi avions choisi le masque pour cacher la moitié supérieure de nos visages, tandis que la princesse Ménéa avait opté pour le voile. Le grade 3 coûte 3 pièces d'or pièce, alors j'accepte 7 pièces d'or pour 3 d'entre eux. C'est plutôt abordable pour des outils magiques. Eh bien, les grades 3 et inférieurs perdent leur efficacité au bout de quelques années, et il nécessite que le porteur recharge sa réserve de puissance magique toutes les quelques minutes. J'ai sorti assez d'argent pour payer les 3 tout en discutant avec le commerçant. Attendez un instant, Sir Satou. Je pense que mon garde et moi allons plutôt acheter des outils de grade 1, s'il vous plaît. Le grade 1 serait un peu moins cher, n'est-ce pas? Oui, ce serait une pièce d'or pièce. De toute évidence, c'était encore trop cher pour la princesse Ménéa. Pour quelqu'un qui a grandi dans un palais royal, la princesse était terriblement économe. Finalement, j'ai réglé le problème en achetant 3 outils de grade 3 et en prêtant les surplus. J'étais sûr de trouver de nombreuses utilisations aux inhibiteurs de reconnaissance de rechange. De retour au manoir, le majordome avait préparé une petite calèche d'apparence quelconque pour nous emmener au marché noir. Nous sommes plus hauts que je ne le pensais. En effet, la hauteur d'un mât de navire, peut-être? À mi-chemin du long pont, la princesse Ménéa s'écarta de la fenêtre et se serra contre moi, tremblante. La brise était agréable, mais je suppose que cela aurait pu être difficile pour quelqu'un qui avait le vertige. Comme c'était une route à péage, il y avait relativement peu de passants malgré l'emplacement idéal. Alors que je commençais à me lasser du paysage, nous avons finalement traversé le pont et sommes entrés dans le quartier du marché noir de Muraas, sur la rive opposée de la vieille capitale. La plupart des habitants étaient des hommes bêtes, et j'ai vu pas mal de gens portant des armes et des armures faites de parties de monstres. Ces individus se livraient apparemment à la dangereuse activité de chasse aux monstres. En consultant ma carte, j'ai découvert qu'il y en avait plusieurs, répartis dans les bois et les montagnes à l'est. Il s'agissait probablement de chasseurs de monstres spécialisés. Il y a foule ici. Votre Altesse, veuillez ne pas vous montrer à la fenêtre. Le chevalier d'escorte assis à côté du cocher réprimanda la princesse Ménéa. Finalement, la calèche s'arrêta dans une rue bordée d'entrepôts. Celui devant nous semblait être le lieu de la vente aux enchères. Un groupe d'hommes d'âge moyenne entrait en file indienne. Oh, il y avait quelque chose d'étrange chez eux. Leur apparence était transparente, et en dessous, je distinguais les visages d'hommes tigres à la fourrure blanche. D'après mon écran de réalité augmentée, ils étaient recouverts d'une sorte d'illusion. Le personnel qui contrôlait les entrées ne dit rien, donc soit ils ne remarquaient rien, soit un outil magique les dissimulait. Alors que je suivais les hommes du regard, le personnel remarqua notre approche. Eh bien, on dirait que nous avons un invité de marque. Voyant mes nobles vêtements, un homme petit et corpulent, vêtu lui aussi d'une tenue élégante, s'approcha de moi. Souhaitez-vous que nous vous préparions des places VIP? Ce serait super, merci. C'est ma première fois ici, alors j'apprécierais aussi un aperçu du processus d'enchère. Bien sûr, vous, guidez ce monsieur jusqu'aux places réservées aux nobles, s'il vous plaît. Assurez-vous de lui expliquer en détail le processus d'enchère. Oui, monsieur. Sur l'ordre du petit homme, une femme légèrement vêtue, qui ressemblait à un mannequin publicitaire, s'approcha pour nous escorter jusqu'au lieu de la vente aux enchères, au sous-sol. L'espace circulaire, rappelant un auditorium universitaire, était plus grand qu'on ne l'imagine. La plus haute scène semblait même assez grande pour jouer au basket. On nous conduisit vers un espace un peu à droite de la scène principale, séparé par une cloison. Il y avait une petite table et un canapé qui semblaient pouvoir accueillir environ 4 personnes. L'écran était probablement installé de manière à ce que nous ne soyons pas vus depuis les autres sièges. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer. Lorsque vous souhaitez enchérir, veuillez lever ces étiquettes pour que le commissaire-priseur sur scène puisse les voir. Les étiquettes blanches indiquent les pièces d'argent, et les étiquettes en bronze réfléchissant les pièces d'or. Elles servent à indiquer le montant que vous souhaitez offrir au-dessus du dernier prix annoncé par le commissaire-priseur. Sur ces explications, elle me tendit 4 étiquettes blanches et 5 étiquettes en cuivre. Chacune portait le numéro 3. C'était probablement mon numéro de siège. J'ai apprécié l'explication, mais je ne comprenais pas pourquoi elle était si près de moi. Et à un angle qui semblait conçu pour mettre en valeur son décolleté, rien de moins. Peut-être cherchait-elle un pourboire? J'aurais pensé plier un billet et le glisser entre ses seins, mais pas devant la princesse Ménéa. Puis-je vous demander comment on peut soumettre un objet à la vente? Le regard et la voix de la princesse Ménéa étaient plutôt calmes.
N'importe qui peut soumettre un objet en payant les frais d'exposition d'une pièce d'argent. Un septième de l'enchère gagnante sera facturé au duc pour la manutention et les taxes. Au fait, les montants inférieurs à une pièce d'argent seront considérés comme un don aux plus démunis. 14%? Cela semblait excessif. Et les fractions arrondies à l'inférieur, aussi. Les objets non identifiés peuvent être vendus, mais les objets expertisés ont tendance à se vendre plus cher. Pour 2 pièces d'argent, un expert de niveau 5 ou supérieur est également disponible pour rédiger une évaluation, si vous le souhaitez. Merci, mais ils ont déjà été expertisés dans mon royaume. Puis-je soumettre ces objets? Oui, bien sûr. La femme sonna une clochette située au bord des sièges VIP, et un serveur apparut et prit les objets en vente contre des reçus de dépôt. Il restait environ 1 heure d'attente avant le début des enchères, mais il y avait un spectacle sur scène entre-temps, avec de belles filles dansant et des acrobaties d'hommes-bêtes, donc je ne me suis jamais ennuyée. J'avais plutôt l'impression qu'il ferait plus de bénéfices en vendant des billets pour ce spectacle. Merci de votre patience, mesdames et messieurs. La vente aux enchères va commencer. Une fois environ 70% des places occupées, le commissaire-priseur apparut et lança la vente. Les objets à vendre étaient incroyablement variés, incluant des potions magiques, de mystérieux documents anciens, des œuvres d'art, des armures et des textiles. Outre ces objets, il y avait des oiseaux et du bétail rare, ainsi que des œufs de demi-dragon comme des wyvernes, des nagas, et même une créature appelée l'ami. Il y avait d'ailleurs un document ancien au titre fascinant, Les secrets de la cité sous-marine de Nénelier. J'ai donc enchéri dessus et remporté 7 pièces d'or. Il était écrit dans une langue totalement inconnue, mais Tolma ou quelqu'un d'autre pourrait peut-être me présenter à un érudit capable de le lire. J'ai également reçu un livre de sorts de magie des fantômes et un manuel d'un alchimiste louche qui préparait des potions magiques avec de l'eau. D'autres objets m'intéressaient, comme une corne de licorne et une écaille de dragon mineur, mais les autres enchérisseurs étaient furieux et les prix étaient bien supérieurs à l'estimation. J'ai donc abandonné mes enchères en cours de route. Une soi-disant potion de rajeunissement a même rapporté plus de 300 pièces d'or. Techniquement, j'aurais pu me la permettre, mais je ne la voulais pas tant que ça. L'écaille de dragon mineur était la seule véritable, les autres n'étant qu'une flopée de contrefaçons. Ma compétence, analyse, m'a indiqué qu'il s'agissait d'écailles de créatures comme des tortues à écailles, des requins à écailles et des nagas. D'après ce que j'ai entendu par hasard grâce à ma compétence, oui fine, il y avait plus de contrefaçons que d'habitude cette fois-ci, à cause des rumeurs concernant le dragon noir venu de l'Est. Ensuite, nous avons 2 mémos, écrits en nippanais, la langue mystérieuse du pays du héros. Ces précieux objets ont été découverts cachés dans le trésor d'une certaine famille royale. Commençons les enchères à 1 pièce d'or. Enfin, les enchères commencèrent pour les objets de la princesse Ménéa. Numéro 15, 2 étiquettes blanches, 1 pièce d'or et 2 d'argent. Malheureusement, les enchères montaient lentement. Numéro 43, une étiquette blanche, 1 pièce d'or et 3 d'argent. Après que l'enchère eut augmenté de 2 étiquettes blanches supplémentaires, je décidai d'enchérir à mon tour. Numéro 3, une étiquette en bronze, 3 pièces d'or. D'autres preneurs? 1 fois, 2 fois. Vendu au 3e enchérisseur. J'essayais d'animer un peu les enchères, mais j'avais apparemment trop haussé le prix. Vous avez fait ça pour moi, Sir Satou? Non, non, j'étais déjà intéressé. Tandis que je parlais à la princesse Ménéa, le mannequin légèrement vêtu m'apporta les bons d'échange pour les objets que j'avais gagnés. Au cours de 2 pauses périodiques, ceux-ci pouvaient être échangés avec de l'argent contre des objets gagnés. Parmi les autres objets de Ménéa, j'ai acheté le lot de pierres sombres pour 43 pièces d'or. Mon talent, estimation, a fixé le prix du marché à 60 pièces d'or, ce qui m'a semblé une bonne affaire. Le bois parfumé et la théière ont été vendus à prix d'or, mais le bouquet d'herbes des âmes fanées et les œuvres d'art ont finalement été vendus à un prix plutôt bas. Au final, ces objets ont été vendus pour un total de 102 pièces d'or, mais après commission et taxes, elle obtiendrait probablement environ 87 pièces d'or et 2 pièces d'argent. Il restait encore du temps avant l'entracte, alors je me suis assis avec la princesse Ménéa, l'air ravi, pour observer la vente aux enchères. Nous avons ensuite une épée magique appelée épée d'argent aile de fourmi, fabriquée par un artisan de la cité labyrinthe de Célivra. Nous commencerons à un prix incroyablement bas de 10 pièces. L'épée gris terne sur scène était difficilement qualifiable d'argenté. Le commissaire-priseur l'avait qualifiée d'épée magique, mais contrairement à mes épées magiques forgées avec des circuits magiques, celle-ci semblait dotée d'une transmutation. C'était probablement pour cette raison que la lame avait la forme d'une aile d'insecte. En fouillant dans les livres du stockage, j'ai trouvé un guide pour fabriquer une épée du même nom parmi les matériaux que j'avais récupérés dans le bureau de Trazayuya au berceau. Sa fabrication semblait nécessiter un équipement assez imposant. J'étais vraiment intéressé, mais les chasseurs de mons s'enchérissaient tous comme si leur vie en dépendait,
alors j'ai décidé de ne pas les gêner. Il y avait d'autres armes, comme une épée large fabriquée à partir de morceaux de menthe religieuse et une hache en acier en forme d'éventail, que les chasseurs de monstres ont également récupérées. Ces armes fabriquées à partir de morceaux de monstres à Labyrinth City semblaient très populaires auprès de ce groupe. Des mercenaires étaient également présents, mais étrangement, aucun chevalier ni noble ne semblait intéressé. J'imagine qu'ils préféraient les épées en alliage de mithril fabriquées par les nains. D'ailleurs, les armes en morceaux de monstres se vendaient en moyenne 40 pièces d'or, soit environ un tiers du prix d'une arme en alliage de mithril. Voilà le dernier objet en vente avant la pause. Sur la scène se trouvait un bébé tigre blanc. Non, attendez, c'était un enfant homme tigre à la fourrure blanche. D'après le vendeur, il s'agit d'une ancienne princesse du royaume du tigre blanc, détruit par l'empire des belettes. La foule aux enchères s'est enflammée à l'explication de l'hôte. Princesse tigre blanc, dites-leur quelques mots. Point d'interrogation. Rare. J'étais submergé de compassion pour la princesse tigre blanche qui tremblait sous la ferveur de la foule. Plus grand que compétence acquise, langage homme tigre blanc, pour l'instant, je l'ai monté au niveau 3 pour pouvoir la comprendre et je l'ai activé. Il se passe quelque chose d'étrange sur mon radar. J'ai ouvert ma carte et vérifié les détails. D'autres hommes bêtes se rassemblaient près de l'hôtel des ventes, notamment des hommes tigres. Certains d'entre eux étaient de la même espèce que la princesse tigre blanche, il s'agissait peut-être d'une équipe de secours. Outre le groupe d'hommes tigres blancs que j'avais aperçu à l'entrée, quelques autres s'étaient infiltrés dans la salle. Il y avait même une fille homme écureuil rampant sur une poutre près du plafond de la scène. Sous mes yeux, elle faillit perdre pied et tomber, alors j'utilisai main magique pour la relever subtilement. Sur le moment, j'avais l'impression d'être le seul à l'avoir remarquée, mais quelqu'un d'autre pouvait la repérer à tout moment. La bataille des enchères pour la princesse tigre blanche s'intensifiait, atteignant déjà 29 pièces d'or. Les deux enchérisseurs étaient humains. L'un semblait être un noble de l'ancienne capitale, mais l'autre venait d'un lieu dont je n'avais jamais entendu parler, le royaume de Makiwa. Il portait une cape rouge flamboyante. Le premier exprimait une pure cupidité, tandis que le second avait les yeux injectés de sang, d'une effrayante rougeur. On aurait dit qu'il nourrissait une rancune. Dame Ménéa, connaissez-vous le royaume de Makiwa? Oh oui, c'est un royaume relativement vaste à l'est. Je crois que le roi est décédé récemment et que le prince héritier lui a succédé. C'était autrefois un royaume plutôt bienveillant envers les hommes bêtes, mais j'ai entendu dire que les choses avaient changé depuis l'arrivée du nouveau roi. La princesse Ménéa choisit ses mots avec soin, mais je supposais que cela signifiait probablement que le royaume était désormais dur envers les hommes bêtes. Et savez-vous quelque chose sur le pays natal de cette princesse tigre blanc? Notre royaume n'a jamais entretenu de relations diplomatiques avec le royaume du tigre blanc, donc je ne suis pas au courant des détails, mais... D'après la princesse, le royaume du lion rouge à l'est, l'émirat des hommes écailles au nord et le royaume du tigre blanc au sud étaient les trois principales puissances demi-humaines de l'extrémité orientale du continent jusqu'à l'apparition de l'émirat des hommes rats-gris. Chacune de ces nations était très différente. Les hommes lions rouges, hautains, traitaient humains et hommes bêtes comme égaux. Les hommes écailles formaient une fédération composée principalement de la tribu des écailles vertes, ainsi que de la tribu des écailles oranges de Lisa et d'autres tribus. Et les hommes tigres blancs régnaient avec bienveillance sur les autres hommes bêtes de leur royaume. On dit que les hommes tigres blancs sont sévères mais courageux, ce qui en fait des ennemis très dangereux. Cependant, ils sont aussi réputés pour leur grand honneur. Si vous vouliez d'amitié avec eux une fois, ils vous traiteront comme un parent par le sang pour toujours, et s'ils vous doivent une dette, ils vous la rendront certainement. Alors, y avait-il une guerre entre le royaume du tigre blanc et le royaume de Makiwa, ou quelque chose comme ça? Enfin bref, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se tramait en coulisses, je ne supportais pas l'idée que des adultes s'attaquent à cette petite fille. S'il le fallait, je la mettrais moi-même en vente et la confierais au secours, mais cela ne semblait pas nécessaire. J'ai senti de la magie opérer près de la scène, alors j'ai levé les yeux. Un jeune homme produisait ce qui ressemblait à des sphères noires. Il semblait s'en servir pour éteindre les lumières de la salle. Au feu, un cri est venu de la sortie tandis qu'une fumée blanche s'élevait. Une fois la panique générale déclenchée, l'équipe de secours a bondi des conduits de ventilation pour sauver la princesse tigre blanche. Un épéiste homme tigre blanc, une épée à la main, ouvrait la marche. À travers la fumée et l'obscurité, j'ai aperçu une silhouette se dresser sur son chemin. Je savais que tu viendrais, Gargaolon. HMPH, ta rancune est-elle si forte que tu te donnes la peine de venir ici, marquis? Le noble du royaume de Makiwa et l'épéiste tigre blanc semblaient avoir une histoire. J'ai dû m'habituer au langage Shigen difficile à comprendre de l'homme tigre. La suite du noble a sorti des épées d'une boîte à objets et a chargé le groupe d'épéistes hommes tigre blanc. C'était une situation assez grave, mais comme ça se passait sur scène, j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre pleine d'action.
Je m'habituais peut-être un peu trop à la sauvagerie de ce monde. Plus petit que tout ça, c'est à cause de ces fouines plus grands que, cracha l'épéiste homme tigre blanc dans sa langue maternelle. Un des membres de la suite du marquis monta sur scène, mais fut coupé en deux par le sabre du tigre. Tiens, épargnez-moi le sang, s'il vous plaît. Je reviens sur mes propos. Visiblement, ma sensibilité japonaise est encore bien vivante. Ah, Sir Satou, la princesse Ménéa s'accrocha à moi en criant. Son chevalier d'escorte montait la garde devant les sièges des nobles, mais ni l'homme tigre blanc ni le peuple Makiwa ne semblaient vouloir nous mêler de tout ça. Votre Altesse, c'est trop dangereux ici. Est-ce Sir Satou, nous devrions fuir aussi. Ignorant les exhortations du chevalier d'escorte, la princesse Ménéa continua de se serrer contre moi. Attendez un instant, s'il vous plaît. J'entends des pas dans l'escalier. Si nous allons par là maintenant, nous risquons d'être pris entre les renforts venus de l'extérieur et les combats ici. Alors que je parlais, les gardes arrivèrent en trombe. Pour tenter d'aider l'équipe de secours, j'utilisai discrètement main magique pour faire rouler des obstacles à leurs pieds. Soudain, des flammes jaillirent de l'obscurité. Le noble du royaume de Makiwa tenait un bâton orné d'un gros rubis, d'où jaillissaient des flammes. Oh non, c'est une canne cramoisie, un bâton maudit qui attire les monstres de feu. La princesse Ménéa expliqua cela à côté de moi dans un murmure, mais il me restait encore quelque chose à faire avant de répondre. C'est le terminus, Gargaolon. TCH, il va utiliser ça ici? Le bâton du noble s'illumina d'une lueur rouge, et les flammes, de la taille d'une torche, prirent la forme d'un feu de camp. Il s'apprêtait à lancer une puissante attaque de flammes, ici même, au sous-sol. Quel idiot! J'ai utilisé main magique pour saisir un vase à l'air lourd et le fracasser contre la tête du noble pyromane, le faisant perdre connaissance. Son niveau était assez élevé, alors je doutais que cela le tue. Quiconque a fait ça, merci, cria l'homme tigre blanc dans la foule et retourna s'attaquer aux partisans du noble. Une fois le bâton tombé de ses mains, la flamme faiblissait et s'éteignait enfin. Sa cape rouge vif était en feu, mais un jeune garçon qui semblait être son page l'éteignait précipitamment, donc il devrait s'en sortir. Après avoir vaincu le dernier attaquant, l'épéiste s'agenouilla devant la princesse tigre blanche. Je suis venu vous ramener chez vous, princesse Lunia. Je savais que vous viendriez me sauver, Sir Gargaolon. Frère Gar, il faut se dépêcher. Il a raison. Ces gardes étaient une chose, mais si l'ancienne armée de la capitale arrive, nous aurons du mal à nous en sortir sains et saufs. Très bien, alors, allons-y. Oui, sire. Avec l'épéiste en tête portant la princesse, le groupe d'hommes bêtes s'enfuit, renversant les gardes dans leur course. En les suivant sur ma carte, j'ai vu qu'ils avaient réussi à s'échapper du quartier et à descendre la rivière sains et saufs. Une fois rétabli, le noble pyromane avala une potion pour soigner ses blessures et se lança à leur poursuite, suivi de sa suite. Il semblait profondément obsédé par la princesse tigresse blanche. Plus tard, après un peu de grabuge, j'ai pu payer et récupérer les objets que j'avais gagnés. Sur le chemin du retour, en calèche, j'ai aperçu quelques chasseurs de monstres transportés vers un temple sur des planches de bois. Ils avaient dû se laisser entraîner dans la bagarre pour la princesse. La sombre vente aux enchères était un peu violente, mais elle était vraiment intéressante. J'espérais avoir l'occasion de venir ici seul un jour pendant mon séjour. Oh là là, de la nourriture japonaise. Tofu, soupe miso et même du natto. Yui et Aoi étaient ravis de voir s'étaler des mets typiquement japonais. Le lendemain de la vente aux enchères, j'ai invité la princesse Ménéa et les enfants à une fête d'adieu pour mademoiselle Karina, qui partait pour la capitale royale. Le roi était dans l'ancienne capitale, même s'il ne s'agissait que d'une doublure, alors j'ai pensé qu'une audience ici suffirait. Cependant, il était important pour un mandataire du seigneur de se rendre à la capitale royale pour faire son rapport, et mademoiselle Karina n'avait donc pas d'autre choix. Elle prenait un gros avion de l'ancienne capitale à la capitale royale, il n'y avait donc probablement pas lieu de s'inquiéter pour sa sécurité. D'ailleurs, Arisa était tombée sur le natto en cherchant des grains de café. Comme c'est gentil, Sir Satou. Je n'arrive pas à croire que vous sachiez que nous partions sur le même avion que maîtresse Karina après-demain. La princesse Ménéa semblait ravie. Je ne pouvais me résoudre à admettre que je l'ignorais, alors je lui ai souri en retour. Bon, ça suffit-il. Et même, trop près. La princesse Ménéa s'est rapprochée de moi, exultante, mais le duo de fer Arisa et Mia l'a immédiatement bloquée. En général, ce comportement aurait été assez impoli, mais comme l'une était une ancienne princesse et l'autre une elfe, même la princesse Ménéa avait du mal à les réprimander. Sœur Pendragon, vous allez vraiment faire asseoir son Altesse la princesse Ménéa à la même table que ces bêtes? Oui, Dame Ménéa a donné son accord. J'ai poliment balayé les plaintes d'Orion, le frère cadet de mademoiselle Karina. Si la princesse Ménéa avait refusé, j'aurais disposé des sièges séparés pour les invités, mais elle avait accepté avec joie, afin que nous puissions tous manger ensemble.
Son obéissance nous a été d'une grande aide, car mademoiselle Karina avait insisté pour que Tama, Pochi et Lisa se joignent à nous. Toutes trois avaient dressé leur campement devant une montagne de steaks, attendant avec impatience le début du festin. Merci à tous d'être réunis aujourd'hui pour la fête d'adieu de Dame Karina et de la princesse Ménéa. J'ai commencé par une présentation digne d'une fête d'entreprise. J'avais opté pour un buffet dans le jardin pour que chacun puisse manger et discuter sans formalité. Nous prévoyions de quitter la ville dans 6 jours, une fois les autres rouleaux commandés, mais le marquis Lloyd et le comte Owen avaient promis de nous organiser notre propre fête d'adieu. Ce kobumaki est délicieux. Pas vrai? La cuisine de notre maître, c'est du sérieux. Vous êtes des vieux cons, non? Le poulet et les pommes de terre sont bien meilleurs. Aoi et Arisa savouraient les plats traditionnels japonais, tandis que Yui semblait préférer les fritures et les brochettes de viande. Oh, c'est de la malbouffe. Mais si c'est ce que tu aimes, on a aussi des frites et du soda là-bas. Sérieux? Vraiment? Yui et Aoi eurent les larmes aux yeux en découvrant le goût des chips et du soda sucré. Elles devaient se souvenir de leurs anciennes maisons. C'est le dernier steak haché que je mangerai avant on ne sait combien de temps. Alors que Karina terminait le dernier morceau de l'énorme tas de steak haché, elle laissa échapper un soupir de contentement. Karina, venez avec nous? Tama a raison, madame. Laissez votre servante aller à la capitale royale pour que vous puissiez voyager avec nous et maître, madame. Vraiment? Mademoiselle Karina se tourna vers moi, l'espoir brillant dans les yeux, mais malheureusement, ce n'était pas si simple. Je devais m'assurer qu'elle remplisse ses devoirs de noble importante. Si Orion avait été adulte, elle aurait probablement pu le forcer à partir à sa place, mais il aurait été mal vu d'envoyer une mineure comme mandataire. Lorsque Pina, la servante, et moi avons secoué la tête, mademoiselle Karina s'est affaissée de déception. Juste à ce moment-là, une des servantes est apparue avec une assiette de steak haché frais. Ah, une autre chance. Êtes-vous toujours aussi en forme, Tama et Pochi? Oui, sire. Pochi est toujours en pleine forme, madame. Ce serait plutôt sympa si ça ne voulait pas dire, on va se gaver. Je ferais mieux de leur donner un médicament pour l'estomac plus tard. Les deux servantes de mademoiselle Karina s'occupaient également de la vaisselle tout en s'occupant de leur protégé. Après tout, c'était leur fête d'adieu. Le steak de tofu est délicieux aussi, à ce que je vous rapporte. Miam. Mia avait commencé à vanter le steak haché de tofu auprès des autres. Nana, sa dernière cible, semblait apprécier. Tout va bien jusqu'ici? Oui, cette sauce en caque est vraiment délicieuse. Toujours aussi délicieuse, maître. Lulu et Lisa me montrèrent leur plat en vantant les mérites. Je ne voulais pas que tout le monde se lasse de la baleine frite, alors j'ai préparé une épaisse sauce aigre douce appelée ankak pour l'accompagner cette fois. Sœur Pendragon, puis-je avoir un moment? Oui, bien sûr. Si vous préférez parler seul à seul, nous pouvons nous retrouver là-bas. Orion avait l'air sérieux, alors je l'ai invité sous le kiosque. Sœur Pendragon, je veux savoir quelles sont vos véritables intentions. Mes intentions? Pensait-il que j'avais l'intention de prendre le contrôle du territoire, ou quoi? C'est exact. Vu votre courage et vos exploits, il est clair que vous visez le poste de vice-roi. Quelques amis bavards disaient que vous visiez peut-être un poste encore plus élevé, monsieur, mais j'ai constaté par moi-même que vous n'aviez aucun projet de ce genre lorsque vous avez entrepris ce baptême. Orion se tut et me fixa droit dans les yeux. J'aurais probablement dû lui dire plus tôt qu'il avait le visage entaché. Il était donc difficile de le prendre au sérieux. Cependant, si vous comptez utiliser Karina pour devenir vice-roi, je ne peux pas le permettre. Il était donc un ciscon, après tout. En général, les mariages politiques étaient assez courants chez les nobles d'ici. Se marier par amour comme au Japon moderne ne pouvait être qu'un rêve pour eux. La magistrate Nina m'avait expliqué, lors de ma cérémonie d'intronisation à la baronnie de Munno, que le mariage n'était rien d'autre qu'un moyen de resserrer les liens entre les maisons nobles. Dame Karina est très importante pour vous, n'est-ce pas, Seigneur Orion? Bien sûr, qui ne considérerait pas sa famille comme importante? Quelle déclaration impressionnante, je vous le promets, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de telle ambition de pouvoir. Le baron et la magistrate Nina ont bien évoqué la possibilité de mon mariage avec Dame Karina, mais j'ai déjà refusé. Quoi? Qu'y a-t-il de mal à Karina? Choisissez une histoire et tenez-vous-y, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça, bien sûr. Il serait tout simplement injuste qu'un humble nouveau noble comme moi soit associé à quelqu'un d'une lignée aussi noble que Dame Karina. C'est tout à fait vrai. Soyez donc assuré que je ne tenterai jamais de courtiser Dame Karina. Je comprends. Mon père doit être ravi d'avoir un vassal aussi honnête que vous, sœur Pendragon. C'est très aimable à vous de dire ça. Finalement, j'avais semblé dissiper les soupçons d'Orion. Le lendemain, on préparait le voyage de mademoiselle Karina, et le jour de son départ arriva en un éclair. Karina, vous allez me manquer, monsieur. Oh, vous deux. Tama et Pochi serraient Karina fort. Je n'avais pas réalisé à quel point ce trio était proche. Je suppose qu'ils étaient sur la même longueur d'onde.
Tama et Pochi se sont mis à s'agiter en se retrouvant coincés entre les seins énormes de Karina, alors je lui ai tapoté l'épaule pour lui suggérer de les lâcher. Tiens, je t'ai fait une liste de sujets de conversation. Tu ne veux pas finir vieille fille, hein? Hein? Quoi? Mademoiselle Karina cligna des yeux, confuse, en acceptant les petits mots d'Arisa. Je te lègue cette peluche, je le déclare. Des carillons. Merci, mes amis. Les cadeaux de Nana et Mia étaient vraiment adorables. Tiens, ça, c'est de la part de Mademoiselle Lisa et moi. Ce sont des pâtisseries, vous pourrez donc grignoter pendant le voyage. Oh là là, des pâtisseries aux noix? Je les chérirais. Non, tu devrais les manger avant qu'elles ne pourrissent. C'était une rare réplique de Lulu à l'inconscience de Mademoiselle Karina. Après avoir regardé cette scène avec un sourire, je me suis dirigée vers Yui et Aoi, qui attendaient le bateau. Tiens, ça, c'est pour vous deux. Oh là là, des chips. Et cette flasque est pleine de soda? Mec, allez, Yui, remercie-le comme il se doit. On te remercie beaucoup, monsieur Satou. En plus des bonbons, je leur ai donné à chacun un talisman de type Omamori. Il y avait une pièce d'or cachée dans chacun, au cas où Yui et Aoi se perdraient. C'est quoi ça? J'ai entendu dire que les Japonais ont des talismans porte-bonheur appelés Omamori, alors j'ai essayé de vous en faire. Merci beaucoup, c'est merveilleux. Aoi rangea soigneusement le charme dans sa poche. Ah oui, ça a l'air louche, mais je le prends. Merci. Yui accepta également son charme et le rangea dans sa bourse. Même si nous nous disions au revoir pour l'instant, je décidai d'aller voir comment ils allaient lors de notre visite de la capitale royale. Certes, la princesse Ménéa était leur tutrice, mais je voulais m'occuper de ce qui me semblait le plus proche de ma famille ici. Sœur Satou, à ce moment précis, la princesse Ménéa entraîna mademoiselle Karina vers moi. Allez, maîtresse Karina, faites une accolade d'adieu à sœur Satou. Oh, Karina hésita, alors la princesse Ménéa la poussa en avant. D'un seul coup, son corps voluptueux se pressa contre ma poitrine. Waouh, c'est doux. Voilà, Ménéa nous enlaça, Karina et moi, avec un sourire éclatant. Sa poitrine était plutôt généreuse pour son âge, même si elle ne pouvait pas rivaliser avec celle de mademoiselle Karina. Rien qu'à cette scène, on pourrait se croire dans une série de harems. Sœur Satou, si vous épousez dame Karina et devenez vice-roi, faites de moi votre seconde épouse, d'accord? La voix enjouée de Ménéa me murmura à l'oreille. Je ne savais pas à quel point elle était sérieuse, mais j'espérais qu'elle deviendrait amie avec mademoiselle Karina, même si c'était en partie motivé par l'ambition. Excusez-moi, c'est bien trop près, même pour une scène d'adieu. Coupable. Je suis désolée. Face aux plaintes du dieu de fer, la princesse Ménéa se retira poliment et s'excusa. Mademoiselle Karina, quant à elle, était en pleine panique. Son visage était rouge vif et ses yeux hébétés, comme si elle était sur le point de s'effondrer. Entre son androphobie et sa maladresse sociale, cela devait être trop difficile à gérer. Heureusement, ses servantes accoururent pour prendre soin d'elle. Bon voyage, merci, Sir Satou. Dès que vous aurez trouvé un logement à Labyrinth City, veuillez m'écrire à l'Académie royale. Je ne manquerai pas de vous répondre. D'accord, promis. J'acceptais la proposition de la princesse Ménéa, car cela me permettrait aussi de savoir comment Aoi et Yui allaient. Ayant entendu notre conversation, mademoiselle Karina, revigorée, arriva en volant. S'il te plaît, écris-moi aussi une lettre. Au château de Muno. Tu ne dois surtout pas oublier. Je ne le ferai pas, ne t'inquiète pas. J'avais déjà prévu d'envoyer des lettres au baron Muno et à la magistrat Nina une fois arrivée à Labyrinth City, alors je pouvais facilement en inclure une pour elle aussi. Mais bon, je m'en vais. Satou, quand tu auras fini tes affaires à Labyrinth City, reviens à Muno City. Non, je sais, moi aussi, j'obtiendrai la permission de père et je viendrai m'entraîner à Labyrinth City. Certainement, si le baron le permet, je serai ravie de t'y voir. J'ai à peine dissimulé ma surprise face à sa déclaration soudaine. Je doutais que le baron Muno autorise sa précieuse fille à se rendre dans une ville aussi dangereuse, mais il était inutile de le dire maintenant. Au lieu de cela, j'ai souri chaleureusement tandis que mademoiselle Karina, la princesse Ménéa et les autres nous saluaient du pont du dirigeable. Vendu. La lance magique Ikazushi est vendue au 17e enchérisseur pour 201 pièces d'or. Après avoir salué mademoiselle Karina et les autres, je suis retournée seule à la sombre vente aux enchères. Contrairement à l'autre jour, j'étais déguisée et je portais un masque anti-reconnaissance de niveau 9 que j'avais en réserve. J'avais même peint ma peau au cas où quelqu'un essaierait de me voir sous ma grande capuche démodée. La hache magique Inazuma est vendue au 17e enchérisseur pour 217 pièces d'or. Les objets vendus à des prix exorbitants étaient des armes magiques que j'avais apportées. Cette fois, je n'en avais apporté que 4, les 2 déjà mentionnés, plus les épées magiques Akatsuki et Hibiki. Ces noms avaient été donnés avec enthousiasme par Arisa,
qui disaient qu'ils étaient inspirés des destroyers de l'ancienne armée japonaise. Comme d'habitude, elle connaissait très bien des choses étrangement spécifiques. Les deux épées étaient simples et dotées d'une bonne conduction magique. Chargées de magie, les lames de la lance et de la hache s'électrisaient et pouvaient assommer leurs adversaires d'un choc électrique. Elles n'avaient pas d'effet de foudre spectaculaire comme l'épée éclair de Mademoiselle Ringrande, mais je suppose que la fonction d'étourdissement suffisait à elle seule à les faire vendre cher. Les épées magiques se vendaient respectivement 156 et 152 pièces d'or. Soit 726 pièces d'or au total. Il y avait toujours les frais et taxes, bien sûr, mais à ce rythme-là, je pouvais vivre confortablement en vendant des épées magiques. Tu es la meilleure, ma puce. On danse encore pour le prochain entracte. Regardez-nous. J'étais impressionné par la danse dynamique des femmes à moitié nues pendant l'entracte, alors je leur ai donné un pourboire et j'ai été récompensé par une pluie de baisers. Malheureusement, j'ai dû vivre cela à travers le masque qui m'empêchait de reconnaître. J'aurais dû en porter un qui laissait le bas de mon visage à découvert, comme hier. Une fois les beautés sorties de scène en dansant, elles furent remplacées par un commissaire-priseur bien habillé. Voilà le moment que vous attendiez tous. Notre prochain objet n'est autre qu'un orbe de cadeaux. À ces mots, des acclamations fusèrent du public. Si certains de nos estimés visiteurs ne connaissent pas ces orbes, permettez-moi de vous les expliquer en toute humilité. Pour résumer les arguments avancés par le commissaire-priseur malgré les huées impatientes de la foule, 1. Utiliser un orbe de cadeau permet d'apprendre la compétence qu'il contient. 2. Les orbes de cadeau sont à usage unique. 3. Inutilisés pendant plus de 10 ans environ, ils perdent leur vertu. 4. On les trouve extrêmement rarement dans les coffres au trésor des labyrinthes. C'était à peu près tout. Il y avait 3 orbes de cadeaux à vendre aux enchères, agriculture, horticulture et magie du feu. Dommage, un orbe de champ aurait été le bienvenu. Curieux, j'ai parcouru toute ma carte, mais les seuls orbes de cadeaux étaient les 3 en vente. Ils devaient être très rares. Vendu, l'orbe de magie du feu est attribué au 3e enchérisseur pour 205 pièces d'or. Le premier a atteint un prix assez élevé. J'avais envisagé de tenter ma chance, mais les autres enchérisseurs semblaient si désespérés que j'ai décidé d'attendre. Je savais que le prix varierait selon l'attrait de la compétence, mais j'ai quand même été surpris de voir l'agriculture se vendre pour seulement une pièce d'or et l'horticulture pour 13. Après une nouvelle série de danses et d'enchères, nous sommes enfin arrivés aux derniers objets. Cet objet est si mystérieux que même nos experts n'ont pas pu l'identifier. Regardez cet étrange trésor d'un ancien empire magique. Un smartphone, comme l'homme l'avait dit, analysé, n'a rien donné. Je ne voyais que son numéro de modèle dans l'ARA. Avec d'autres amateurs, j'ai enchéri sur l'objet. Bien qu'il soit probablement verrouillé par un code PIN. Vendu. L'ancien trésor magique est attribué au numéro 9 pour 85 pièces d'or. Après une bataille acharnée, j'ai remporté la victoire. L'enchérisseur numéro 3, un baron assis dans les sièges VIP, me lançait un regard noir furieux. Il portait lui aussi un masque anti-reconnaissance, mais il ne faisait pas le poids face à ma compétence analyse et à ma réalité augmentée. L'objet suivant est un autre recueil d'écritures nipponaises du pays d'origine du héros, comme les mémos d'hier. Quel secret pourrait bien cacher ce mystérieux livre fourni par un certain marchand? Seul l'enchérisseur gagnant le saura. Commençons les enchères à une pièce d'or. Le commissaire-priseur tenait un bloc-notes d'environ la moitié de la taille d'un livre de poche. À en juger par l'écriture manuscrite sur la couverture, il s'agissait du même auteur que mon mémo sur la poterie. Ce qui signifiait que c'était assurément une mine d'or. Je devais absolument remporter cette enchère. Le livre de mystère est adjugé au 9e enchérisseur pour 37 pièces d'or. C'est le 3e enchérisseur qui a fait grimper le prix à ce point. Sans lui, j'aurais probablement pu l'obtenir pour environ 3 pièces d'or, mais peu importait, puisque je l'aurais acheté même s'il m'en avait fallu 1000. Le sac magique est au numéro 3 pour 135 pièces d'or. Ouah, tu n'es pas au courant? C'est arrivé hier, quand un dragon noir poursuivait un stupide chasseur de monstres. Tu vois comme cette zone est noire à cause du souffle du dragon? Une bande de chevaliers a enquêté toute la journée. Je tendis quelques pièces de cuivre au jeune garçon amical en guise de remerciement pour l'information, puis me dirigeai vers le bâtiment complètement calciné. Le dragon noir que j'avais combattu avec Ayato me traversa l'esprit, mais ce ne pouvait pas être celui-là. Sinon, toute la ville aurait été réduite en cendres. Il devait s'agir d'un dragon mineur, d'un jeune dragon ou d'un demi-dragon. J'ai fouillé la carte, mais je n'ai vu aucun monstre dangereux de haut niveau dans les environs. Après cela, j'ai passé les jours suivants à visiter des ateliers et à discuter avec les nobles de l'ancienne capitale. J'ai reçu les parchemins que j'avais commandés, ce qui signifiait que mes affaires dans l'ancienne capitale étaient terminées et que nous prévoyions de partir après-demain. J'ai même pu me procurer le livre épée et écriture sacrée à la boutique de magie de Monsieur Kikinu.
Il y eut également une exécution publique des membres du culte des ailes de la liberté, seigneurs démons, emprisonnés dans le donjon du château, mais je n'avais aucune envie de participer à un événement aussi barbare. Quant aux nobles de haut rang, comme le troisième fils du duc et l'ancien comte Bobino, ils semblaient avoir été traités discrètement, la version officielle étant qu'ils étaient morts de maladie. L'actuel comte Bobino étant un véritable mécène des ailes de la liberté, il était censé transmettre son titre prochainement. Cependant, le malheur de la famille continua. Le fils aîné, vicomte à Soutohandol, fut attaqué et tué par un monstre alors qu'il retournait à l'ancienne capitale. De plus, les deuxième et troisième fils moururent dans des circonstances tout aussi tragiques, jusqu'à ce que le poste soit finalement offert au quatrième fils, le chevalier du temple Sir Keon. J'avais échangé quelques mots avec Sir Keon lorsqu'il servait de garde à Sarah à Muno City, mais il ne m'avait pas laissé une grande impression. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait tué ses frères pour hériter du comté. Franchement, j'aurais préféré que ce genre de violence ne se produise que dans les séries policières. Sœur Satou, on va boire un verre. À cette invitation de Tolma, je fus entraîné dans une excursion dans un quartier commerçant louche avec lui, Monsieur Kikinou, Orion et quelques jeunes amis nobles d'Orion. Pendant mon absence du manoir, mes compagnons de voyage et les domestiques annoncèrent une soirée pyjama réservée aux filles. Cela me semblait être la recette du chaos, mais comme je leur avais interdit de boire de l'alcool, tout irait probablement bien. Tolma avait insisté sur le fait qu'il avait choisi une voie plus sage, puisqu'il y avait des mineurs avec nous cette fois-ci, mais cela me semblait assez osé. Sœur Tolma, ces dames ne portent pas de vêtements. Eh bien, oui, ça s'appelle du striptease. Les jeunes nobles restèrent bouche bée devant la belle femme sur scène. Son corps était remarquablement musclé, mêlant beauté et sensualité à merveille. Un vrai régal pour les yeux. Est-ce Sœur Kikinou? Pourquoi toutes les femmes de ce restaurant bombent-elles le torse? Parce que c'est un pub pour hommes. Donnez-leur juste une pièce d'argent en guise de pourboire. Le restaurant suivant était exclusivement occupé par des femmes à forte poitrine. C'était un paradis moelleux aux proportions prodigieuses. Le troisième arrêt était un autre des préférés de Tolma, mais celui-ci était un peu différent. Est-ce Sœur Pendragon, n'y a-t-il pas quelque chose d'étrange chez les femmes ici? Eh bien, à ce propos, il voulait probablement dire que toutes les compagnes présentes étaient des drag queens. Au premier coup d'œil, elles ressemblaient à des femmes, mais cela se voyait à leur physique et à leurs pommes d'Adam. Je n'avais même pas besoin de mon écran de réalité augmentée ni de ma compétence analyse. À la fac, mon ami drag queen m'a appris tous les signes révélateurs. La tournée des pubs de Tolma a continué pendant un certain temps, ce qui a permis à Orion et moi de mieux nous connaître. On n'était peut-être pas très amis, mais je pensais qu'on avait atteint le point où l'on pouvait avoir une conversation normale, sans formalité. J'ai laissé Tolma, ivre, et Monsieur Kikinou dans un pub, puis j'ai appelé une voiture de rue et j'ai fait monter Orion et ses amis. Il ne me restait plus qu'à ramener les deux ivrognes à la maison. Argue, à mes fesses, entendant du vacarme, je me suis retourné et j'ai vu plusieurs hommes se bagarrer. On aurait dit une altercation entre guildes criminelles. Aïe, papy, dégage. L'un des criminels a brandi une matraque pour frapper un vieil homme sans abri pris entre deux feux. Alors que je sortais un morceau de gravier du dépôt pour faire tomber la matraque, une silhouette sombre a donné un coup de pied à l'agresseur potentiel. Ça va, monsieur? D'après l'étiquette de Lara, la silhouette sombre, en réalité un homme vêtu d'une robe noire à capuche, était l'alchimiste orc que j'avais trouvé lors de ma précédente recherche sur la carte. Les orques avaient la réputation d'être plutôt méchants, mais celui-ci semblait être un véritable gentleman. Les gardes arrivent, déguerpissons, cria l'un des criminels en voyant approcher un groupe de gardes de la ville, qui se dispersèrent tous, paniqués. Dans le tumulte, l'alchimiste orc disparut à son tour. Je confiai Tolma et Monsieur Kikinou à un autre carrosse, puis me dirigeai vers les souterrains de la vieille capitale. Je voulais parler à cet alchimiste orc de tout à l'heure. Pour une raison inconnue, le réseau d'égouts qui menait à l'endroit où se trouvaient les orques était infesté de crocodiles. Les crocodiles blancs que je voyais parfois parmi eux semblaient travailler pour les orques. Lorsque je pâchais devant eux, ils claquaient la queue contre l'eau, comme s'ils envoyaient un signal. C'était peut-être comme des signaux d'alarme. Preuve de ma théorie, un orque, autre que l'alchimiste, fonçait sur moi depuis l'espace dégagé devant moi. Si j'avais utilisé mes compétences de furtivité, j'aurais pu facilement contourner les crocodiles blancs, mais ce n'était pas une mission d'infiltration. J'ai continué à avancer vers la zone dégagée, et bientôt l'orque est apparu dans l'ombre devant moi. Sa silhouette semblait assez floue. Mon écran de RAM a indiqué que l'orque était équipé de compétences de furtivité et d'outils magiques. Bien sûr, il était toujours parfaitement visible sur mon radar. « Bonsoir, Machette », ai-je dit d'une voix amicale, mais l'orque a paniqué et s'est enfui. C'était compréhensible, puisque j'avais si facilement percé à jour leur système de furtivité élaboré. Plus grand que compétence acquise,
langage orc, j'ai activé la compétence pour que nous puissions communiquer. Le langage orc semblait être un sous-ensemble du langage des elfes, mais je n'ai pas compris le mot qu'il avait prononcé, donc ils ont dû se séparer depuis longtemps. Alors que j'ouvrais la porte dérobée menant au grand espace, évitant le piège, ma compétence, perception du danger, m'avertit d'un danger au-delà de la porte. Jetant un coup d'œil par la porte, je vis un énorme appareil magique en forme de portail de sanctuaire Torii, rougeoyant. Plus petit que nous ne pouvons pas laisser cet endroit être révélé aux humains. Adieu, Elohan, Lifu. Plus grand que, debout devant l'outil magique, l'alchimiste orc murmura d'une voix énigmatique. À en juger par l'affichage de Lara, le Torii était dans un état de surcharge magique très dangereux. Si je n'agissais pas, cette zone et l'ancienne capitale au-dessus seraient en danger. Grâce à ma compétence, transformation rapide, je me transformais en Anashi le héros et me précipitais dans la pièce. Plus petit que vous devez me pardonner d'être entré avant vous dans le grand cycle avec l'UE. Plus grand que, il allait devoir garder le reste de ses derniers mots pour plus tard. J'utilisais « distorsion » pour arriver instantanément devant l'appareil magique et absorber rapidement toute la magie sans un mot. L'épée sacrée Excalibur avait déjà atteint sa limite de puissance magique, alors je l'ai siphonnée dans l'épée sacrée Caliburn. Une fois la magie drainée, l'appareil est passé du rouge au gris. Il ressemblait exactement aux portes de voyage brisées que nous avions vues dans le comté de Seriou. Plus petit que la mort est rapide, plus grand que, plus petit que désolé de gâcher l'instant, mais je devais absorber la puissance magique de cet appareil, sinon la situation aurait dégénéré. Si vous laissiez cette chose échapper à tout contrôle, cela pourrait affecter toute la ville, pas seulement cet endroit. Plus grand que, l'expression de martyr paisible s'estompa lentement du visage de l'alchimiste orc lorsque je lui parlais. Plus petit que, impossible. Vous dites que vous avez arrêté une porte de voyage qui fonctionnait à plein régime, plus grand que, le regard de l'alchimiste orc oscilla frénétiquement entre l'appareil magique, la porte de voyage, et moi. Aucune forme humaine ne devrait pouvoir dissiper autant de puissance magique en un instant. Êtes-vous un dieu, ou l'apôtre d'un dieu? Après un léger soupir, l'alchimiste orc passa de sa langue maternelle à celle de Shigan. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Juste un homme. Techniquement, j'avais siphonné la magie, sans la dissiper, mais je ne voulais pas compliquer les choses. Mais aucun humain ordinaire ne pourrait. Ah, alors, tu es un héros? Il avait dû voir mon titre officiel avec la compétence « Analyse ». Une fois de plus, je l'avais accidentellement réglé sur héros ordinaire au lieu de véritable héros, mais ce n'était pas comme si j'avais à prouver que j'avais vaincu un seigneur démon. C'est exact, je m'appelle Nanashi le héros. Tu es venu pour détruire les orques? L'alchimiste orc cacha un orc plus petit derrière lui. Bien sûr que non, je voulais juste discuter avec toi. Et je ne parlerai à personne de ce portail de voyage, ne t'inquiète pas. Cela ne sembla pas suffire à les convaincre. Tu le jures? Demanda le petit orc d'une voix aiguë. Bien sûr, je jure sur le nom de la déesse Parion et sur mon titre de héros que je ne révélerai à personne ton secret. Je ne vénérais pas particulièrement Parion, mais je pensais que ce serait peu convaincant de simplement jurer sur mon titre, alors j'ai décidé d'ajouter le nom d'une déesse pour faire bonne mesure. Le nom d'une déesse? Impossible. Le petit orc était visiblement déconcerté. Était-ce si grave? Je suppose que oui, vu leur attitude envers moi qui avait sensiblement changé. Tu es sûr? L'alchimiste orc semblait prudent. Sa capuche était remontée sur ses yeux, je ne pouvais donc pas vraiment voir son expression. Oui, bien sûr, c'est un grand secret, non? En effet, c'est l'héritage de notre race. Nous ne pouvons pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. Je vois. Alors vous avez dû fabriquer les portes brisées que j'ai vues auparavant, hein? Les vestiges des portes de voyage que j'avais trouvées près de Serious City devaient être liés à tout ça. D'abord des dirigeables, et maintenant la téléportation? Voilà le genre de choses fantastiques que j'aimais voir. Puis-je vous demander où c'est relié? Mes excuses, mais je ne peux pas vous le dire. De l'autre côté de ce portail se trouvent quelques-uns de mes précieux frères restants. Je ne peux pas révéler leur emplacement pour leur sécurité. Ah bon? Désolé de poser la question si négligemment. Si je voulais vraiment savoir, je pourrais simplement marquer ces deux orques et découvrir où menait le portail. Mais bien sûr, je n'avais aucune intention de les traquer ainsi. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gaou, l'alchimiste orc. Je suis l'UE, le magnifique dompteur de monstres orcs. Gaou avait plus de 1000 ans et l'UE 670. J'imagine que les orques vivaient assez longtemps. Au lieu des têtes de cochon auxquelles on pourrait penser, les orques se caractérisaient par des oreilles pointues rappelant celles des fées, ainsi que par un nez court et légèrement retroussé. Ils ne semblaient certainement pas appartenir à la même race que le seigneur sanglier doré. Sa tête a dû se transformer lorsqu'il s'est transformé en seigneur démon, ou quelque chose comme ça. Après m'être excusé d'avoir effrayé l'UE, Gaou m'a invité dans leur appartement pour que nous puissions discuter davantage. C'était petit, mais propre et animé.
L'UE apporta un plat de crocodile et un vin spécial appelé tueur d'esprits maléfiques. J'ai donc apporté mon hydromel spécial et de la viande de baleine frite pour l'occasion. Je ne sais pas quel genre de viande est ce plat, frit, mais c'est délicieux. C'est de la viande de poisson monstre géant. Le décon râpé est une excellente garniture, mais si vous n'aimez pas ça, l'oignon râpé fait aussi très bien l'affaire. Du poisson monstre géant? Vous avez du décon? Gao et l'UE ont compris 2 points très différents de ma déclaration. Oui, un démon jaune est apparu récemment dans la vieille capitale et en a invoqué quelques-uns, alors j'en ai plus que je ne pourrai jamais en manger. Et je n'ai plus de décon long, mais j'ai du décon rond. Vous voulez dire que vous les avez vaincus? La forteresse aérienne que même le dragon du ciel a eu du mal à vaincre? Je préfère les rondes. Je peux en avoir? Oui, c'est ça? Les entendre me parler en stéréo était un peu déroutant, alors j'ai donné à l'UE un décon rond pour la faire taire un instant. Attendez, avez-vous vu le dragon du ciel et les poissons se battre? Oui, j'étais là au moment où ce pleurnichard Yamato et le dragon du ciel ont vaincu Sa Majesté le Seigneur Doré. Pouvez-vous m'en parler? Gao avala le tueur d'esprits maléfiques, un alcoolique invétéré, comme si c'était de l'eau, tout en évoquant son passé. J'ai rencontré Yamato pour la première fois au château de Sa Majesté. Yamato avait été capturé au front et nous, les orques, étions terrifiés. J'ai trouvé important d'entendre cette histoire de la bouche d'un témoin historique, mais elle était plus lourde que prévu. Le Seigneur Doré, dont il parlait était probablement le Seigneur démon appelé Seigneur Sanglier Doré. Il me semble que Yamato a dit des choses étranges, comme « ne me fais pas de conneries ». Ça a un peu gâché le sérieux de l'histoire. J'avais l'impression que Yamato et moi aurions pu être amis. Bien qu'humain, Yamato n'avait aucun préjugé envers les orques et les demi-humains. Au début, il n'était que le page de Sa Majesté, mais il s'est vite lié d'amitié avec les serviteurs, les officiers et les fonctionnaires. Finalement, même Sa Majesté le Seigneur d'Or, toujours sec et distant, tomba sous le charme de Yamato. Il semblait que nous pourrions bientôt faire la paix avec l'Empire Saga. Yamato semblait être un homme remarquable. Pas étonnant qu'il ait pu devenir roi et fonder un immense royaume. Cependant, la voie de la paix fut fermée lorsque l'Empire Flux commença à massacrer les demi-humains et que les belettes nous trahirent. Une guerre éclata alors entre les humains et toutes sortes de demi-humains, dont nous, les orques. Gao arracha avec colère un morceau de viande de crocodile. Les belettes semaient donc le trouble depuis longtemps. Pourtant, Yamato n'abandonna jamais et alla prêcher la paix aux rois et empereurs de nombreux pays. Mais tout cela fut vain, la guerre fut féroce et de grande ampleur. Nous avons réussi à détruire l'Empire Flux, mais notre Majesté a finalement dépassé ses limites et a été engloutie par le pouvoir du Seigneur démon. Gao leva les yeux vers le bas-relief au plafond, les larmes aux yeux. Les gravures représentaient toutes sortes de races se tenant la main en harmonie. La fois suivante où j'ai revu Yamato, c'était lors du siège de la capitale de l'Empire Saga. Yamato semblait tenter d'empêcher la mort de mes frères, manipulé par les 5 démons majeurs. Alors, l'Empire Saga a failli être détruit lui aussi. Je n'oublierai jamais ce jour. La vue de Yamato versant larmes et sang, essayant de nous ramener à la raison. Sa voix tremblait et sanglotait tandis qu'il ordonnait au dragon céleste d'utiliser son souffle de lumière. Du sang coulait du poing fermé de Gao. C'était cruel de ma part de lui demander de raconter une histoire aussi difficile juste pour satisfaire ma curiosité. J'ai survécu parce que je chevauchais une manticore, mais à mon retour à la capitale, tout était fini. Le dragon céleste était tombé au sol, et l'épée sacrée de Yamato avait été plantée dans la poitrine de Sa Majesté. L'UE déplia doucement le poing de Gao et le guérit avec la magie de l'eau. Sa Majesté disparut dans la poussière noire, et Yamato s'effondra sur place, complètement vidé et encore en larmes. Lorsque Yamato se réveilla avec mon aide, les premiers mots de l'idiot furent « Tu as survécu, Gao. » Dieu merci, j'avais prévu de demander un duel à mort pour venger Sa Majesté, mais en entendant ces mots, je ne supportais plus d'être un guerrier. Waouh, quelle légende! J'ai aidé mes frères à fuir vers des zones inhabitées et des colonies sur d'autres continents, mais quelques-uns d'entre nous sont restés pour veiller à ce que la porte de passage ne soit jamais utilisée à mauvais escient. Tout cela n'a été possible que grâce à Yamato. Gao expliqua que Yamato avait travaillé dur pour que les orques ne soient ni chassés ni maltraités. Bien sûr, nous avons aussi fait 1 ou 2 choses pour aider. Outre ses activités d'alchimiste, Gao s'était également porté volontaire pour aider à purifier l'eau de l'ancienne capitale et à construire une station d'épuration. C'est donc pour cela que la rivière n'était pas sale. Tu n'as jamais voulu essayer de vivre à la surface? Il y a environ 450 ans, on nous a donné un petit domaine à la limite du territoire. Nous y avons vécu paisiblement pendant une 30aine d'années. Mais le jeune roi Gartaf, sous l'emprise de son bien-aimé devin Weasel Folk, a massacré les 800 habitants du domaine orc qui s'y trouvaient. Après cela, nous n'avons plus jamais osé vivre à la vue de tous.
Ce devait être la guerre des demi-humains mentionnée au musée. Mais massacrer les civils innocents d'une ville entière. Ne sois pas si triste. Heureusement, nous avons une amie en la petite princesse Ogre, qui excelle en magie des barrières. Grâce à elle, nous avons pu créer un petit village caché, à l'abri du monde extérieur. Aujourd'hui encore, nos frères survivants y vivent paisiblement. Gao vida le reste de son verre, emporté par son chagrin, puis versa un peu d'hydromel dans une coupe, l'air plus doux. C'est un peu sucré, mais délicieux. Si ça ne te plaît pas, pourquoi ne pas essayer ça? Ce parfum riche. Liqueur de source du dragon? 500 ans se sont écoulés, mais je n'oublierai jamais cette odeur. Pour compenser la douloureuse histoire que je les avais forcés à raconter, je leur ai donné toute ma précieuse liqueur de source draconique. Les membres de mon groupe ne pourraient pas la goûter maintenant, mais j'espérais pouvoir en obtenir à nouveau à l'avenir. J'ai changé de sujet et abordé les coutumes et les plats traditionnels des orques, essayant de détendre l'atmosphère. Grâce à cela, nous sommes rapidement devenus suffisamment amis pour que je puisse voir des livres de sorts et d'alchimie orque. Nanashi, s'il te plaît, prends ceci pour moi. Si le chef de ce royaume est un sage, donne-le lui. S'il est fou, jette-le dans un cratère ou dans l'océan. Sur ce, Gao m'a tendu une petite corne, un objet qui transformait les humains en démons. Il expliqua qu'il avait réussi à vaincre un démon mineur apparu en ville et qu'il avait acquis cette corne. Je ne m'en fais pas. Le roi et le duc connaissent déjà les cornes courtes. Je suis ravi de l'apprendre, alors. Gao ouvrit le couvercle d'un four magique dans un coin de la pièce et y jeta la corne courte. Les grands fours magiques, répartis aux 4 coins de la pièce, alimentaient le portail. Gao, s'il te plaît, utilise-la si tu veux. Je pense qu'elle te sera utile si tu dois combattre un autre démon. Je lui donnai une de mes épées sacrées artisanales. Celle-ci était enduite de mithril, bien sûr. Je n'avais aucun doute que l'orque s'en servirait à bon escient pour protéger la vieille capitale. Voilà une épée sacrée, s'exclama Gao, surpris, en y injectant de la magie. C'en est une. Désolé, elle n'a pas de nom, cependant. Alors permettez-moi de la nommer maintenant. Le nom que Gao donna à l'épée était épée sacrée Nanashi.